donner la parole à Alain César qui a monté un enseignement assez remarquable, grâce auquel vous pouvez arriver ignorant et repartir et créer une start-up tout de suite. Voilà. Je ne me trompe pas. C'est un peu ça. Dans tous les cas, ne pas faire de grosses erreurs, mais en tous les cas, valoriser ses recherches au mieux. Parce que vous pouvez avoir une idée, vous pouvez être créatif, vous pouvez être inventif. Si vous ne savez pas valoriser vos recherches, eh bien vous n'arriverez pas au succès et vous n'arriverez pas à un dispositif médical ou un médicament. Et donc, depuis 1982, inscrit dans la loi, la valorisation de la recherche fait partie des missions de l'université et des organismes de recherche académique. Or ça, c'est assez mal connu et on verra que c'est assez peu enseigné. Alors pourquoi la loi, pourquoi le législateur a mis parmi les missions de l'université la valorisation de la recherche? Peut-être parce qu'il a lu Louis de Saint-Simon qui disait qu'une idée sans exécution n'est qu'un songe, mais plus probablement parce que le contexte économique veut que la compétitivité des entreprises et d'une nation passe par l'innovation et la valorisation de l'innovation et de l'invention. Et seuls les pays ayant une économie forte peuvent redistribuer une partie des profits de l'État vers la santé et vers la recherche. C'est donc un cercle vertueux qui doit se mettre en place. Et l'université n'a pas qu'un rôle de recherche et d'enseignement, elle a aussi un rôle économique. Et ça, on ne nous a pas appris quand on était petit de cette réalité. Alors en 2007, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui montrait le retard de la France dans le domaine de la valorisation de la recherche. Et un an plus tard, a été mis en place, dans le cadre des mairies, une enveloppe budgétaire incitative pour les hôpitaux qui valorisaient et qui transféraient leur innovation. Et ça, c'est un point qui a été important, ça n'a duré que 2-3 ans, mais ça a été suffisant pour faire prendre conscience aux directions hospitalières de toute la potentialité qu'il y avait au sein des équipes de recherche académique, mais pas que, puisque ça intéressait également les hôpitaux non universitaires. Vous voyez l'ensemble des critères d'évaluation qui avaient été pris en compte dans le cadre des mairies, et vous voyez qu'à la fois il y avait le portefeuille de brevets, les big data qu'on peut négocier, on en a parlé, des contrats de partenariat industriel, des créations d'entreprises, etc., mais également les logiciels enregistrés. Vous voyez que la liste était très, très longue. Et puis, il y a eu un contexte juridique favorable. D'abord avec la loi dite ALEC de 1999, qui ont permis aux chercheurs d'être détachés vers des entreprises, et en particulier vers les conseils scientifiques des entreprises. Et puis, il y a des aides financières qui sont très significatives à partir du moment où il y a des partenariats public-privé, que ce soit au sein de l'ANR, que ce soit par BPI France ou par des aides régionales. Et puis il y a eu le grand emprunt qui a été la création des sociétés d'activation de transfert de technologie, qui ont eu pour but, si vous voulez, de permettre la maturation de projets innovants avant de les transférer vers le monde industriel. Et puis les IHU. Mais les IHU ont beaucoup à apprendre encore dans le domaine de la valorisation de la recherche, même si les dossiers ont été valorisés, entre guillemets, par ce point de transfert. Et puis sont apparus les incubateurs, les pépinières, Laurent Sodel en a parlé au cours de son exposé, au sein même des hôpitaux. Alors pourquoi on aurait pu mieux faire? On aurait pu mieux faire, je vais vous donner 2 exemples. Les tests de dépistage du HIV vont avoir coûté par une sorte de méconnaissance, si vous voulez, des règles de transfert d'innovation, plusieurs dizaines de millions d'euros sur 20 ans qu'il a fallu partager avec les Américains. Autre exemple, le brevet de la Nutripompe, qui est un brevet INSERM qui avait été pris par Étienne Lévy et Pierre Ray, n'a pas été défendu car il y avait une divulgation antérieure. En effet, la Nutripompe avait été essayée auprès d'un malade, mis sur sa table de nuit avant le dépôt du brevet. Alors je pense qu'il faut que l'on revienne un petit peu sur les définitions. Qu'est-ce que c'est que la valorisation? Au sens du petit Larousse, c'est le prix selon lequel un objet peut être échangé. Et pour moi, les publications, ce ne sont pas de la valorisation, c'est de la notoriété. Cette notoriété, vous allez pouvoir la négocier en valorisation, soit à l'échelon d'une communauté, par exemple en attirant une patientèle étrangère,
c'est ce qui se fait au niveau d'IGR, en attirant des gens qui vont venir se former chez nous depuis l'étranger, comme au CICE Clermont ou à l'IRCAL, et puis une valorisation individuelle au sein de la promotion de carrière, au sein des CNU, et on reviendra sur cet aspect qui est important puisque c'est une des questions qui m'était posée. Mais aussi les publications, ça peut être destructeur de valeur. Pourquoi c'est destructeur de valeur? Parce qu'un brevet, ça va être pris selon 3 critères. Et le premier critère, qui est un critère absolu, c'est la nouveauté, et qui exclut toute divulgation antérieure, que ce soit sous forme de publication, que ce soit sous forme de communication, d'une cours d'une thèse, par exemple, si elle n'est pas faite à huis clos, ou même sur un poster. Le deuxième critère, ça va être l'activité inventive. Alors là, c'est un critère beaucoup plus subjectif, qui fait que les juristes vont pouvoir s'en donner à cœur joie et se renvoyer la balle. Qu'est-ce qu'on met derrière ce critère d'activité inventive? Et on considère qu'il y a une activité inventive si pour un homme du métier, l'invention ne découle pas de manière évidente de l'enseignement, de la technique, de l'état de la technique ou de plusieurs documents. Et puis le troisième critère, et ça c'est le plus facile à obtenir, je dirais, c'est l'application industrielle, cette potentialité de pouvoir fabriquer ou d'avoir une action, une fonctionnalité. Et ce dernier critère est important parce que les logiciels qui n'étaient pas brevetables deviennent, grâce à ce critère, si la rédaction du brevet est bien faite, brevetables. Alors, qu'est-ce que ça donne un brevet? Un brevet, c'est un droit d'exploitation commerciale sur un territoire donné, que ce soit un pays ou une région, pour une durée de 20 ans, voire plus dans le cadre des médicaments, parce qu'entre le moment où on dépose le brevet et le moment où le médicament arrive sur le marché, il y a souvent 12-15 ans, et donc il ne va rester que 5 ans pour rentabiliser l'investissement. Donc on a une clause exceptionnelle qui permet de prolonger l'action du brevet. Et puis il va y avoir une divulgation 18 mois après avoir déposé le brevet. Et ça donne un droit d'exclusivité commerciale sur le territoire de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut breveter? Et ça c'est aussi un point très important et qui n'est pas très bien connu, c'est que tout ou partie d'un matériel chirurgical, tout ou partie, et ça c'est important, une molécule, une nouvelle application d'une molécule connue, nouvelle application, ça c'est important, des animaux transgéniques, une séquence d'ADN, et en Europe, plus particulièrement, un gène du génome humain peut être breveté à condition de décrire sa fonctionnalité, ce qui n'est pas vrai aux États-Unis d'ailleurs, donc ça a été l'inverse avant. Un logiciel, un test diagnostique, mais par contre un principe thérapeutique ou diagnostique n'est pas brevetable. On ne va pas pouvoir breveter par exemple la technique de la gastrectomie, ça paraît évident. Donc, on est dans un contexte juridique et organisationnel qui est favorable. Alors pourquoi ça ne marche pas si bien que ça? Ben parce que je pense qu'on est dans un fonctionnement un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on est universitaire, on a été chercheur, et on doit justifier d'une attitude à enseigner, et à faire de la recherche, mais on n'a aucune formation dans notre cursus sur la valorisation de la recherche, alors que ça fait partie d'une des missions de l'université. Et je pense que c'est parce qu'on a mal segmenté la notion de recherche. La recherche fondamentale et la recherche appliquée, on a souvent voulu l'opposer. En fait, la recherche fondamentale et la recherche appliquée, c'est la même chose. On a simplement une qui est plus en amont. Et quand on parlait de médicaments ou de molécules ou de tests diagnostiques, il va falloir prendre un brevet, par exemple, 10 ans, 12 ans avant de mettre le produit sur le marché. Et donc, il va falloir que le chercheur dit fondamentaliste soit particulièrement au courant des règles de la valorisation. Et d'ailleurs, Pasteur ne s'était pas trompé à cela. Quand il disait qu'il n'existe pas une catégorie de sciences auxquelles on puisse donner le nom de sciences appliquées, il y a la science et les applications de la science qui est entre elles par le fruit de l'arbre qui l'a porté. Et je pense qu'il faudrait mieux distinguer deux types de recherche. La recherche observationnelle qui va analyser, qui va comparer deux attitudes thérapeutiques. Faut-il drainer, pas drainer? Faut-il faire une alimentation entérale, parentérale? Faut-il faire quelle association thérapeutique ou pas? Et dans ce cas-là, on est parfaitement formé en tant qu'académique à ce genre de choses, et on va vers la publication. Et puis il y a la recherche qu'on pourrait appeler en bien achevé, qui est
qui va aboutir là sur des dispositifs médicaux, sur des molécules, etc. Et pour lequel, là, on n'est pas très bien formé dans le cadre de notre cursus. Alors on a souvent voulu opposer brevet et éthique. Le brevet n'est qu'un type d'exploitation commerciale sur un territoire, et elle n'empêche pas la recherche. C'est-à-dire qu'une équipe de recherche peut très bien travailler sur un brevet, sur les revendications d'un brevet, sans faire pour autant de la contrefaçon. Et c'est même une saine émulation, parce que ça permet, si vous voulez, à l'équipe de recherche de trouver une autre solution, parfois moins coûteuse, parfois plus simple, qui va pouvoir être développée. Mais par contre, s'il y a une prise de brevet, si elle est nécessaire, comme j'espère vous l'avoir démontré, elle n'est pas suffisante. Et on vient bien de le voir. C'est que vous ne pouvez transférer qu'à partir du moment où vous connaissez l'environnement social, économique et réglementaire dans votre domaine d'activité. Le brevet, ce n'est qu'une étape de la valorisation qui mène de l'innovation au malade, et il n'y a pas de transfert d'innovation réussi sans implication du chercheur, et qui va rechercher d'abord un industriel potentiellement, ou créer sa start-up, et qui va savoir vulgariser la science pour pouvoir convaincre des investisseurs, on vient de le voir, et ça c'est un point tout à fait important, ou faire un binôme entre le chercheur fondamentaliste et le clinicien qui va s'appuyer sur des leaders d'opinion. Donc à mon avis, il faut revoir les règles d'attribution de l'HDR. Car il est nécessaire de former à la fois les jeunes chercheurs et peut-être les moins jeunes, et ça me semble éthique pour une raison simple, c'est que mener une idée au marché, même si le marché semble pour beaucoup un gros mot, c'est la rendre accessible au plus grand nombre de malades. Mieux les chercheurs sont formés et préparés à leur responsabilité universitaire, mieux il y aura, si vous voulez, une valorisation et des innovations qui arriveront aux patients. Et puis surtout, et moi j'ai remarqué ça avec les doctorants non médecins, c'est que des doctorants non médecins qui connaissent cet environnement social, économique et réglementaire vont mettre de façon très significative un nombre de mois moindre pour trouver un emploi. Et ça fait partie aussi des enjeux et de nos responsabilités. Donc il y a un enjeu économique. Donc la valorisation de la recherche valorise-t-elle le diplôme, puisque c'était l'une des questions qu'on me demandait. Je dirais sur le plan moral, oui, la valorisation de la recherche, c'est l'espoir des malades concrétisés. Et quand un malade fait un don, c'est pour arriver à un produit fini, c'est pas pour arriver à une publication. L'intéressement sur un autre plan, sur un plan individuel pour le chercheur, la réponse est également oui, parce qu'on est dans un contexte très favorable en France, puisque 50% des redevances liées à la licence du brevet revient à l'innovateur. 25% en plus iront à son laboratoire. Au niveau des CNU, la réponse est beaucoup plus mitigée. Parce que d'une façon générale, et en particulier chez les fondamentalistes, si je puis dire, les CNU retiennent pour les promotions des carrières, surtout les publications, et très peu les transferts d'innovation, alors qu'il s'agit d'un vrai métier, d'un vrai travail et d'une quantité d'investissement, et ça a été bien montré par Laurent Sedel, qui est tout à fait important. Donc je dirais en conclusion, la valorisation de la recherche, ça s'apprend. Mais pour cela, elle doit être enseignée, et c'est le seul moyen efficace de créer du progrès pour le futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que vous avez des questions? Max, une courte. Non, merci parce que vous avez abordé la question de façon très claire, très nette, très précise, en montrant s'il y a de positif et s'il y a de négatif. Moi, je suis impliqué là-dedans depuis très longtemps, aussi bien sur le plan médical que sur le plan chercheur, sur le plan politique. D'accord ? Ce que je veux dire simplement, c'est que actuellement, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si la propriété intellectuelle a du sens. Beaucoup. Notamment aux États-Unis, l'Université de San Francisco, il n'y a pas longtemps, ils disaient mais à quoi ça sert, ces brevets, à quoi ça sert, comment ça prend, comment ça fait. Les questions, alors très rapidement, l'innovation, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y a de la véritable innovation? Est-ce que, je ne sais pas, les grèves de main, je prends cet exemple, c'est ou de face, c'était de la véritable innovation? Non, ça remonte à des siècles. Même au moins
Deuxième point, c'est qu'il y a les big data, comme je disais actuellement, la multiplication, la facilité d'obtenir des renseignements dans tous les domaines, sur tous les faux ou pas faux, précis ou pas précis, mais cette facilité modifie complètement la notion de propriété intellectuelle. Troisièmement, il y a la question du financement. Les types qui poussent pour les brevets actuellement sont les financeurs. Je ne sais plus qui a utilisé le terme de diable. C'était votre prédécesseur. Et il a raison, ces gens-là jouent des jeux coqueux et les avec nous, les équipes qui sont constituées, ne sont pas complètement simples non plus. Donc, moi je peux raconter ma vie, j'ai trois brevets que je me suis fait voler, entre guillemets. Il y a un parquet, je ne sais pas les noms des boîtes, mais voler. Je m'en fous, mais un des types de mon équipe est mort, et si le brevet avait été pris, il s'en serait sorti autrement. Donc je vais arrêter là, mais quand même, je pense qu'il faut vraiment repenser ça. Je pense que l'Académie de chirurgie, messieurs, devrait peut-être faire lancer une véritable réflexion, mais pas uniquement parisienne, nationale, une réflexion internationale sur la question et se mettre en rapport avec les équipes qui pensent que ça n'a plus de sens que d'avoir cette notion de brevet, qui vous valorisement. Moi, sur le lit autoritaire, sur les propos, sur les types qui reforment et tout, j'ai pas pu publier d'article. Donc vous pouvez faire que le mettre, vous trouvez quelques trucs sérieux. Donc je pense qu'il faut vraiment une réflexion. Ça me paraît essentiel. Je me tais parce que je ne sais pas. Une réponse courte à cette question très courte. Je pense que le problème des brevets, c'est une question de stratégie. En fait, la valorisation, c'est stratégie. Et il y a des fois où il va falloir prendre des brevets, parce que c'est indispensable, sinon vous n'aurez pas de financement pour réaliser vos projets. Et il y a des fois où, parce qu'on est dans un problème de mondialisation, et si demain vous fabriquer un matériel, il peut être génériqué, et un médicament par exemple, il peut être génériqué par n'importe quel industriel indien ou chinois ou autre. Et donc il va y avoir un blocage des investissements et un arrêt de la science qui va se faire. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut prendre toujours un brevet. Il y a des fois où ce n'est pas nécessaire. D'abord parce que le retour sur investissement n'est pas suffisant par rapport, parce que ça a un coût, un brevet, il faut payer des annuités, etc. Mais il y a des fois où la prise de brevet est absolument indispensable. Et je ne dirais qu'une chose, c'est que pour reprendre le test d'HIV, ça permet d'équilibrer les comptes de Pasteur, ça permet d'équilibrer les comptes de la valorisation du PMC et de la PHP. Et le CNRS, grâce au brevet mon nom m'échappe, qui a inventé le taxotaire, voilà, Potier, a pu faire une stratégie de valorisation qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Donc je pense qu'il n'y a pas de blanc ou de noir, c'est une question de stratégie, il faut le faire à bon escient. Avant de passer la parole à Berco, je voudrais juste refaire un petit paragraphe sur le mot marché, diable et tout, parce que effectivement, pour que les gens donnent de l'argent, il faut qu'il y ait un marché. Il faut que ça puisse se vendre. C'est pas malhonnête. C'est que simplement, s'ils s'aperçoivent que c'est pas vendable, ils ne mettront pas de l'argent, ils ne vont pas en perdre. Et donc, moi, je crois qu'il faut quand même dédiaboliser cet aspect-là. C'est Albert. Alberto Benamou. Juste un point sur l'enseignement. Tu as insisté sur les chercheurs non médecins semblent avoir une meilleure formation que les chercheurs médecins. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, alors j'ai mal compris. Mais par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt, puisque souvent l'innovation est souvent pluridisciplinaire, on associe de la techno, des sciences de l'ingénieur, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler avec les grandes écoles d'ingénieurs et les facultés de médecine, etc., pour essayer d'avoir une stratégie commune et d'être un peu plus fort, en particulier vis-à-vis des instances publiques, du ministère de la Recherche. On parle beaucoup de l'aide à l'innovation, mais on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles à franchir, et peut-être en étant plus nombreux et plus forts, on serait plus fort. Alors,
De toute façon, la collaboration avec le monde des ingénieurs, elle est indispensable. Ça fait 30 ans, 35 ans que je le fais, et c'est eux qui m'ont appris. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait important. L'environnement au niveau français ne peut pas être plus favorable. C'est un des plus favorables au monde en termes de valorisation. Le problème, c'est qu'on n'est pas formé et qu'on est encore, avec, comme le disait Dominique, dans cette idée que l'argent, ça a quelque chose de pas d'épouvantable. Or, sans argent, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Mais par contre, est-ce que vous, aujourd'hui, vous seriez prêt à investir vos deniers sur un projet de recherche où vous n'aurez pas un retour? C'est de la donation, c'est du don. Daniel Loisance. Oui, un petit commentaire là. Combien de non-médecins avais-tu dans ton DU? Ah, c'est une majorité. C'est Une majorité, c'est 95%. Est-ce que c'est pas là le problème, justement? Un peu moins maintenant, parce que j'ai des masters de recherche clinique, mais ça a été, au bout de ces 35 ans, 95%. Oui, mais est-ce que c'est pas là le problème? C'est-à-dire que les médecins ne s'intéressent pas à ce type de formation, n'y vont pas, et c'est ça qui conduit à geler les innovations. C'est à nous, universitaires, de faire comprendre qu'au sein de HDR, habilitation à diriger les recherches, comment diriger une recherche si on ne va pas de l'idée jusqu'au marché, c'est-à-dire jusqu'au malade. On n'est pas dans un contexte logique. Si c'est l'HDR, c'est publié, à mon avis, c'est un peu court en somme. Valorisons la valorisation. Absolument. Une question courte. Oui, je voudrais faire juste un petit commentaire sur ce qu'a dit Alain concernant la brevetabilité des interventions chirurgicales. Je crois qu'il y a une chose qui est très utile et que j'ai conseillé plusieurs fois dans ma carrière à des gens, c'est lorsqu'on a inventé une intervention chirurgicale, il y a un moyen assez simple qui est de faire un dépôt de brevet aux États-Unis. Ce qui s'appelle c'est extrêmement simple, il suffit d'avoir quelques croquis, de décrire sa technique. Et on appelle ça un non-provisional provisional patent, c'est-à-dire qu'il y a une date qui est enregistrée, on décrit juste la technique avec quelques schémas, et ça donne 1 an pour maintenant travailler la question et passer à un brevet non-provisional, c'est-à-dire un vrai brevet. Mais ça donne 1 an pour décrire d'éventuels produits qui... et ça coûte très peu parce qu'il n'y a pas de revendication. Donc le juriste, c'est juste une boîte aux lettres à qui on envoie un document, on lui demande de l'enregistrer en quelque sorte. Donc c'est très peu coûteux, ça va coûter entre 1000 et quelque chose aux alentours de $1000, parce qu'il n'y a pas de frais de juriste en quelque sorte, c'est juste un dépôt. Rapide Oui, non, mais bien sûr, ça fait partie, ça permet de prendre date et peut-être de trouver le partenaire industriel qui va permettre ensuite de prendre un brevet plus élaboré avec, en faisant les investissements nécessaires de dépôt à l'international et avec des revendications, oui, bien sûr. Monsieur le Président, très oui, bien. moi, je voudrais encore féliciter Alain pour bien dissocier ce problème de faire des publications et faire de la recherche. Je voudrais juste dire un commentaire pour rebondir sur plusieurs questions. Il y a des étapes, parce qu'on mélange un peu tout à chaque fois qu'on parle. On mélange le brevet, on mélange le forfait innovation, on mélange le dépôt, on mélange le remboursement. Donc je crois que tu as tout à fait raison. La première idée, c'est que quand on a une idée, c'est d'essayer, même si on n'a pas encore grand-chose, à la breveter pour pouvoir la travailler. Puisque après, tu sais ça beaucoup mieux que moi, qu'il y a le dépôt d'un norme CE, toutes ces règles, elles sont parfaitement établies. Et en fait, les gens ne les connaissent pas, et même dans le débat et dans les questions que j'entends ici, on pose des questions. Ça n'a rien à voir avec le forfait innovation, ça n'a rien à voir avec ce que dit Jacques Bellitti, ça n'a rien à voir avec la NSN, ça n'a rien à voir. Donc c'est une chose qui est très claire dans ton exposé, la seule chose qui n'est pas ressortie, c'est qu'il faut déposer un brevet, quel que soit l'avenir de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut bien repréciser ces dates et ces moments chronologiques dans le développement et de la mise sur le marché. C'est très important, je crois. J'ai dit une chose qui me paraît très importante, c'est le contexte social, économique et réglementaire. Social parce que c'est le marché, économique parce que de toute façon tout se passe par l'argent pour pouvoir valoriser, et réglementaire parce que c'est absolument fondamental. Si on ne prend pas les bons tests d'évaluation, par exemple, sur une biocompatibilité dans une protège de hanche,
si ce n'est pas ceux qui sont retenus par les différentes instances et les différents organismes, il va falloir les refaire et vous allez perdre du temps par rapport à la concurrence. Parce que tout le monde a les mêmes idées en même temps, et c'est ceux qui savent mieux valoriser qui vont les mettre sur le marché. Je crois que cette chronologie est fondamentale. Absolument. Bon, Alain, merci beaucoup. Il faut qu'on avance. Vraiment.